Et alors nous sommes en compagnie de Sophie Desormières, présidente du directoire de Navia. Bonjour. Bonjour. Navia qui commercialise des petites navettes autonomes. On va en reparler. Vous venez d'enregistrer notamment une commande importante aux États-Unis. Et nous sommes également avec Yann Arnaud. Bonjour. Ouais. Alors vous êtes directeur réponse sociétaire et innovation de la Massif. Alors justement, la Massif travaille en particulier sur ces questions d'assurance sur la voiture sans chauffeur, notre thème du jour. Et pour être tout à fait précis, vous avez l'habitude de travailler ensemble puisque la Massif et Navia collaborent au sein d'un laboratoire qui s'appelle Movinon et qui notamment développe des idées, des questions sur la voiture autonome avec les collectivités. Alors, première question, tous les deux, cette nouvelle réglementation, des acteurs comme vous qui suivez l'évolution de la voiture autonome, est-ce qu'enfin on sort du domaine de la recherche expérimentale et on va arriver à avoir des vraies voitures autonomes sur nos routes? Sophie? Alors, il faut être très clair, Navia est un leader mondial de la navette autonome. On n'est pas sur la voiture autonome, mais sur le transport de personnes et sur le transport de biens. Et je crois que c'est important parce que la réglementation est directement liée et alignée avec ce sujet. Sur le transport de navettes, on a la chance effectivement de sortir de l'expérimentation et de passer à l'échelle, puisque cet été, on a eu consécutivement deux évolutions de la réglementation sur le transport de biens et sur le transport de personnes, qui fait qu'on va pouvoir enlever l'opérateur et ne plus être en mode automatisé avec un opérateur de sécurité, mais pouvoir dérouler justement ces nouveaux cas d'usage sans opérateur, donc sans conducteur. Yann, le passage au niveau 3, la réglementation sur la navette, on sent que là les choses bougent pour de vrai, on arrête d'être dans le laboratoire. C'est une vraie bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Ça place la France au plan réglementaire sans doute parmi les pays les plus avancés. On a tous appris quand on a été dans une bonne école auto-école qu'il fallait garder en permanence le contrôle de son véhicule, etc. Et sortir de ça, c'est extrêmement compliqué. Ça pose évidemment un problème avec le véhicule autonome ou la navette autonome, à savoir que globalement, à un moment, on délègue en fait sa capacité de conduite. Et donc, du coup, en termes de responsabilité, il fallait que ça suive. Et c'est ce que la réglementation vient de dire très clairement, d'accord ? Donc, à la fois dans les ajustements au niveau du permis de conduire, mais aussi dans la réglementation en termes de responsabilité. Et ça veut dire que, désormais, on a un cadre qui est extrêmement précis, extrêmement clair, sur lequel vont se positionner tous les acteurs. Donc, ça veut dire que les constructeurs ou l'organisateur du service vont avoir de nouvelles responsabilités, mais c'est clairement défini. Et donc, ça veut dire que même pourront se protéger avec un assureur. Et donc, tout va bien. On se retrouve finalement dans un monde connu, qui a évolué, mais qui est connu. Alors, vous le disiez à l'instant, la France est finalement un des leaders dans ce domaine. Pour autant, Julien nous le disait à l'instant, en Allemagne, on a l'impression que c'est beaucoup plus clair. On a 13 000 km de route, alors qu'en France, on ne sait pas forcément sur quelle route ça va être autorisé, ni de quelle manière ça va se passer. On est vraiment aussi leader que ça en France ? J'ai dit au niveau réglementaire, c'est bien tout pointer exactement notre petit souci, je pense. C'est de dire que oui, on a fait les efforts qu'il fallait. On a finalement tous les acteurs, Navia en fait partie, mais il y en a évidemment un certain nombre d'autres sur l'infrastructure, sur les télécommunications, qui sont des éléments extrêmement importants pour le véhicule autonome. On a tout ce qu'il faut, on a la bonne équipe, on a la réglementation qu'il faut, et pourtant, ça marque un peu le pas. On sent que... Alors, moi, je pense qu'il faut un certain nombre d'incitations. Le gouvernement peut prendre finalement une forme de lead là-dessus pour emmener avec lui les acteurs. Il faut qu'il y ait une vraie volonté. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle n'est pas là. Elle a encore du mal à se construire. Et on voit bien qu'il ne faudrait pas que sur le fil, on se fasse doubler, notamment par l'Allemagne, mais je pense plutôt, je dirais, à la Chine ou aux États-Unis, parce qu'on sent bien que ces acteurs-là ont vite compris qu'il y avait un enjeu, il y avait un énorme potentiel et ils sont en train de se positionner. Sophie, Navia, c'est une société internationale. Vous connaissez bien les différentes réglementations. Qu'est-ce qu'on trouve en France, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs? Ou justement, qu'est-ce qu'il y a comme solution ailleurs que vous aimeriez bien voir arriver en France et en Europe? Alors, effectivement, on a beaucoup d'évolutions de ventes dans les pays étrangers. C'est vrai que c'est une société mondiale. On est dans 26 pays. Ce qui est quand même énorme. On a plus de 220 navettes aujourd'hui sur cette base expérimentale. Et c'est important d'être dans une couverture mondiale parce que sur cette base expérimentale, on améliore les codes sources, on améliore les algorithmes et on remplit des cas d'usage qui sont beaucoup plus complexes et qui peuvent s'appliquer dans différentes régions. Donc pour revenir sur ce qu'on aimerait voir en France, c'est-à-dire on aimerait avoir cette accélération sur ces cas d'usage que l'on a dans certains autres pays. Parce que finalement,
finalement, avec la navette autonome, on peut adresser les territoires, on peut adresser les environnements urbains, le semi-urbain et voir toutes les industries. On le fait aux États-Unis. Dans de multiples applications. On le fait en Corée, on le fait en Japon, on le fait de façon maintenant très prospective dans les villes du futur sur l'Arabie Saoudite. Donc on attend aussi, avec tout le potentiel, on va dire, périurbain et urbain, que la France se mette en marche et accélère sur ces sujets-là. Je crois qu'il faut s'engager. On a plein de réponses pour connecter un hôpital, un campus, et voir des grands sites industriels et des villages à villages. Donc, allons-y. Mettons-nous en marche et soyons suivis par les collectivités pour ces derniers kilomètres ou ces premiers kilomètres. On voyait par exemple là, à la rentrée qu'il y a une nouvelle pénurie de chauffeurs de cars scolaires, donc c'est un sujet assez récurrent. Est-ce que chez Navia, ça fait partie des pistes un peu de cas d'usage à développer pour les navettes autonomes? Alors complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Navia répond à cette problématique, à cette pénurie, puisqu'il n'y a plus de nécessité de chauffeurs à bord. Par contre, il y a la nécessité d'avoir une supervision de flotte quand on est dans les villes. Et aujourd'hui, typiquement sur ce cas, nous savons répondre et accompagner les opérateurs de transport. Donc des opérateurs de transport comme Keolis, Transdev, RATP Dev, ils existent. Donc s'ils existent, on peut très facilement aller de l'avant et développer toutes ces solutions avec eux. Et vous discutez aujourd'hui avec eux, enfin, c'est un besoin qu'ils vous remontent, il y a des projets de test ou ça reste finalement assez hypothétique, vous avez les solutions d'un côté, eux ont les problématiques, mais vous n'arrivez pas à vous retrouver sur l'entre-deux? Bon, alors déjà, ce qu'on peut dire, pour revenir sur la réglementation, et c'est le lien direct avec votre question, c'est que si la réglementation s'intéresse à ce sujet, c'est que ce n'est pas un épiphénomène et que ça va devenir une réalité. À l'horizon 2030, on peut dire que 25% de la mobilité sera une mobilité donc inclusive et sera une mobilité durable. Et donc, avec nos solutions, nous répondons complètement aux préoccupations de ces opérateurs de transport et nous avons de fait des échanges concrets pour amener ces solutions. Donc, il est souhaitable maintenant d'accélérer, de passer à l'échelle. Il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs segments. Il y a des segments sur des petites navettes qui transportent une quinzaine de personnes comme Navia aujourd'hui, mais on travaille aussi avec Bluebus, Bolloré, qui lui est capable de nous amener des capacités donc sur des bus de 6 mètres, environ 25 à 30 personnes qui peuvent être véhiculées sur des plateformes complètement électriques et durables. Donc, on a la réponse. La réponse est là, il suffit de l'intégrer au projet et de pouvoir dérouler ces cas d'usage qui aujourd'hui sont tout à fait réalisables dans les autres pays. Alors pourquoi la France n'accélère pas ? Justement, Yann, vous en parliez à l'instant, la Chine, c'est un acteur qu'on oublie souvent, parce qu'on pense souvent au GAFA, à Waymo, à Cruise, aux États-Unis, mais la Chine travaille aussi sur la voiture autonome. Ils en sont où par rapport à nous, par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis ? Ils ont souvent une approche qui est très pragmatique et en même temps pas très démocratique du sujet, il faut le dire. C'est-à-dire que globalement, ils ne s'embarrassent pas avec tout un tas d'études, je dirais d'impact, etc., comme on peut le faire. Après, il faut un modèle quand même européen. Donc globalement, ça veut dire qu'y compris s'il y a des solutions pertinentes, peut-être que nous, on se dira, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Moi, en tant qu'assureur, par exemple, je serais très, très préoccupé, par exemple, de la coexistence de ces navettes avec les autres véhicules, avec l'environnement, etc. Donc, globalement, on sent bien qu'on a encore notre mot à dire sur ce qui va arriver. Mais ne nous y trompons pas. Sophie le disait, tout ce qui est expérimentation, les kilomètres qu'on fait, etc., sont des éléments qui feront la différence. Et plus on en fait, dans des milieux différents, dans des configurations différentes, mieux on est positionné, en fait, demain par rapport au match. Et c'est bien un match mondial. Nous, ce qu'on a l'habitude, et il faut revenir un petit peu à ce qu'est la Massif, c'est à la fois un assureur, mais mutualiste. C'est-à-dire qu'on est à la fois préoccupé des questions de responsabilité, de couverture, etc. Et on est très, très intéressé par ça profondément. Et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Intéressé par le côté mutualiste, c'est-à-dire le bien commun. Or, nous, en fait, globalement, ce qu'on dit depuis le début et ce qui nous a conduit à prendre l'initiative sur le sujet, c'est qu'on n'a pas trop cru au modèle du véhicule individuel, prolongation. On s'est dit, mais où est le potentiel de développement? Par contre, la navette, où on sait qu'il y a des besoins dans les campagnes, où on sait qu'en dehors du véhicule, si vous n'avez pas de véhicule individuel, vous ne pouvez juste pas bouger, d'accord? Si on amène cette véhicule, encore une fois, sans chauffeur, ça veut dire avec des plages, par exemple, d'utilisation qui sont beaucoup plus larges que ce que pourrait se permettre une commune avec un chauffeur. Si vous pouvez faire du transport de passagers, mais aussi du transport de marchandises, c'est-à-dire qu'on en fait un objet, finalement, au service des citoyens,
alors, d'accord, on a un vrai truc, d'accord, qui permet de conserver de la valeur dans les territoires. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la vie d'un commerçant dépend beaucoup des gens qui vont venir le voir. Si personne ne peut venir le voir, mais si quelqu'un demain avec la navette peut venir le voir, ça change tout. Et donc, globalement, c'est ce à quoi on croit. Et c'est pour ça que, encore une fois, on pose les choses, par exemple, dans le cadre de la communauté d'intérêt, en disant, si on a la bonne équipe, donc de tous les experts qui savent faire un petit bout de la solution, l'avantage qu'on a, c'est que peut-être qu'on va se dire, ouais, c'est une toute petite commune, ça, c'est pas viable, mais la reproductibilité, la duplication de ce modèle-là à toutes les communes françaises, plus éventuellement d'autres à l'étranger, là, il y a un vrai modèle. Et au début, on nous regardait un petit peu comme des petits hommes verts. De plus en plus, d'industriels, y compris de donneurs d'ordre au niveau public, commencent à se dire, mais oui, il est là le modèle, en fait. Et en termes de risque, on dit souvent que la voiture autonome, c'est la voiture zéro accident. Alors pour un assureur, ça peut sembler presque un risque pour son activité principale. Quel est votre regard un peu là-dessus? Alors, en fait, on a eu beaucoup ce fantasme-là. Finalement, on disait la majorité des accidents sont liés au conducteur, on supprime le conducteur, plus d'accidents. Ouais, mais sauf que combien d'accidents évitent un conducteur au volant, y compris si c'est un mauvais conducteur. Bon. Et donc finalement, en fait, ce qu'on a besoin, encore une fois, de faire, c'est de faire rouler ces véhicules pour qu'ils soient confrontés à un maximum de cas. Et puis, on a aussi à périmétrer, en fait, le risque. Et c'est ça qui est très important dans ce phénomène de navette. C'est évidemment, quand vous prenez un véhicule individuel, autonome, il doit avoir toute l'intelligence pour faire face à toutes les situations. Globalement, du centre de Paris jusqu'au fin fond d'un territoire extrêmement peu peuplé. Par contre, quand vous êtes sur une zone où la navette va se développer, vous pouvez avoir parfaitement périmétré, en fait, à la fois les dangers, lisser 2-3 trucs où vous savez qu'il y a des chances quand même que ça se passe mal. Mais le but étant bien que ça cohabite et pas être en circuit fermé, par exemple, d'entreprise, avec le reste des autres usagers. C'est possible. Et donc, finalement, en tant qu'assureur, il n'y a pas plus de risques, d'accord ? C'est simplement qu'il faut, encore une fois, être sûr que l'ensemble est bien maîtrisé. Et c'est ce que pose la loi. Hein. La loi dit, il y a tout un tas de gens, les préfets, etc., qui vont regarder qu'on a bien pris les précautions nécessaires. Alors justement, pour l'instant, ces véhicules de niveau 3, donc c'est-à-dire où je peux enlever les mains du volant, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Julien, il y a des modèles qui existent? Oui, bah finalement, c'est assez rare dans l'offre actuelle. Hein. Si on reste bien sûr sur l'Europe, on a 2 modèles. Hein. Donc, les Mercedes classe S et EQS, donc des véhicules à un très haut de gamme. Donc, pour l'instant, la conduite autonome niveau 3, donc le fait de lâcher les mains du volant, c'est sur des voitures quand même à plus de 110 000 €. Donc, c'est pas accessible au commun des mortels. Mais tout ça, ça va se développer. Hein. Forcément, les concurrents allemands de Mercedes, notamment, ils s'activent en coulisses pour offrir une réponse. Audi était en pointe il y a quelques années. Ils avaient sorti une A8 qui avait déjà un lidar intégré. Bon, finalement, la réglementation a mis un peu trop de temps à s'adapter, donc ils ont retiré le lidar qui ne servait pas encore et il va sûrement réapparaître prochainement. Et donc, ce point d'ailleurs du lidar, c'est assez fondamental parce que c'est un radar laser qui est un équipement qui est assez perfectionné pour justement identifier l'environnement autour du véhicule. Et aujourd'hui, il s'impose un peu comme un prérequis. Il est présent sur les véhicules Mercedes compatibles avec cette conduite autonome niveau 3. Et donc, on aura certainement la même chose pour l'autre grande rivale des Mercedes classe S et EQS, donc la BMW série 7. Et alors Tesla, parce qu'on parle toujours voiture autonome, on pense souvent Tesla. Bah bien sûr, et c'est vrai qu'on associe souvent la conduite autonome à Tesla parce que en 2014, ils ont lancé l'autopilot, qui est en fait leur système de conduite semi-autonome. Hein. Donc ça va être juste un assistant un peu perfectionné. Il ne permet pas de lâcher les mains du volant, mais c'est vrai que ça a fait leur réputation. Alors c'est très controversé. On a toujours critiqué Tesla pour proposer aux utilisateurs un service qui s'appelle quand même pilote automatique, comme dans un avion de ligne, alors que justement il y a toujours cette obligation de garder le contrôle en permanence. Alors il y a quand même cette ambition chez Tesla avec ce qu'ils appellent le FSD, donc le Full Self Driving, donc la capacité de conduite 100% autonome dans l'offre, on va dire actuellement en France. Mais c'est pas très clair justement parce que Elon Musk s'est toujours refusé à intégrer des lidars a priori dans les Tesla. Or, ça serait quand même un prérequis technologique pour obtenir les homologations. Donc affaire à suivre. Est-ce que Tesla, avec simplement des caméras, pourra faire homologuer un de ses véhicules en Europe? On saura ça dans les années à venir. Merci beaucoup Julien. Yann, justement, ces questions de technologies différentes sur le véhicule, vous
En tant qu'assureur, vous regardez ça en vous disant peut-être que je ne vais pas faire le même contrat entre une Tesla, une BMW ou une Mercedes parce qu'elles ne sont pas équipées des mêmes équipements et du coup, il n'y aura pas le même niveau de sécurité? Oui, alors on regarde ça, c'est toujours très compliqué en fait, parce que c'est l'homogénéité d'un véhicule qui donne sa sécurité. Par exemple, on est incapable de dire encore aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur l'ABS ou l'ESP, quelle est la part, d'accord, de réduction de risque qui est liée à ces systèmes. Par contre, on sait que le fait qu'elles soient équipées d'un certain nombre de ces systèmes a fait baisser très clairement le type d'accident et la sinistralité. Donc on sait que c'est un plus. Après, en fait, aujourd'hui, on va être dans une période assez complexe dans les décennies, puisque ça ne se comptera pas en années, mais en décennies, où on va probablement avoir une coexistence de plus en plus de véhicules avec des aides à la conduite, d'accord, et puis de véhicules classiques. Et en fait, vous savez très bien, si vous avez essayé plusieurs véhicules avec des aides à la conduite, que quelquefois vous êtes surpris, d'accord. Ce que vous avez dans l'un ne fonctionne pas tout à fait pareil dans l'autre, et des fois vous avez des... Bon, le plus souvent, ça ne se traduit pas par des gros impacts, mais ça peut en avoir. Et donc, en fait, ce qu'en tant qu'assureur, on essaye de voir, et on a malheureusement des craintes là-dessus, c'est en fait de voir apparaître des nouveaux accidents liés en fait à la surconfiance des gens en fait dans ces systèmes d'aide à la conduite. Alors, on avait peur que finalement les gens ne fassent pas confiance à ces véhicules et ne veuillent pas les utiliser, mais finalement ils vont avoir trop confiance dans le véhicule, va pouvoir gérer toutes mes erreurs à moi. On l'a tous expérimenté, c'est-à-dire que le bip-bip, alors qu'on nous a encore une fois appris à regarder derrière quand on manœuvrait, le bip-bip de la voiture, le jour où vous ne l'entendez pas ou quelqu'un est passé trop vite et avant le premier bip, vous avez du coup un risque extrêmement important là, de renverser quelqu'un. D'accord ? Donc on voit bien que ça se joue à peu de choses, mais globalement, il faut avoir ça en tête, cette surconfiance dans les systèmes peut être problématique. Et est-ce que cette zone grise, du coup, on va vraiment savoir, parce que j'ai l'impression que la voiture autonome, depuis que l'idée est apparue au même moment, et c'est normal, la question de qui va être responsable, et qu'on n'a toujours pas finalement réussi à déterminer si ça va être le constructeur, le conducteur, l'opérateur, ou finalement si ça va dépendre des cas d'usage, et où on va se retrouver dans des analyses de long terme où il faudra attendre, comme dans l'aérien, 3, 4, 5 ans pour arriver au bout de l'enquête à dire, voilà, sur cet accident, telle personne était responsable ou tel organisme. Ça, pour le coup, c'est ce qui a été formalisé dans cette nouvelle loi. Ça dit que les systèmes sont homologués, donc pas tout le monde ne peut pas se prétendre en fait tous les systèmes ne peuvent pas se prétendre des systèmes autonomes. Ils sont bien homologués et il y a un enregistreur. Donc ça veut dire qu'à un moment, on sait, encore une fois, si le système était enclenché ou pas. Et donc ça, c'est assez important. Nous, en tant qu'assureurs, on dit qu'il faut faire attention quand même, parce qu'il n'y a rien d'extrême, de plus court que le on-off, d'accord, d'un système. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et là, effectivement, le risque qu'on y voit, c'est non pas, encore une fois, dans l'absolu, mais c'est un risque à régler, c'est de dire il ne faudra pas, effectivement, que le moindre accident de pare-choc se transforme en une reconstitution comme un crash aérien. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des moyens qu'on peut trouver assez facilement aujourd'hui via des conventions, etc., entre assureurs et constructeurs, entre constructeurs eux-mêmes, etc., pour se dire on va accepter, d'accord, qu'à un moment, et là, le rôle de l'assureur, elle est bien renforcé avec le véhicule autonome, c'est celui qui va être auprès de la victime et qui va tout de suite faire l'indemnisation. Et après, si lui, il a recherché des responsabilités, il le fera. Mais ça veut dire que pour la victime potentielle, lui, il pourra se reconstruire et il aura une vie qui continuera. Et donc ça, ce rôle-là, quelle que soit la configuration, mais aussi évidemment dans le cas d'un véhicule autonome, ça ne pose pas de problème. Et donc, après, comment ça va être géré derrière, ça, il y a un vrai enjeu, vous avez raison. Ouais. Sophie, on le voit, il y a de plus en plus de grands constructeurs ou de GAFA qui se disent finalement peut-être que la voiture autonome, elle arrivera d'abord par la livraison plutôt que par le transport de personnes, qui soient collectifs ou individuels. C'est une piste qui vous semble plausible pour que demain, on voit vraiment des voitures beaucoup plus autonomes, voire des robots taxis sur les routes, qui ne seront pas des robots taxis d'ailleurs. Je trouve que c'est une approche tout à fait réaliste. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un véhicule pour passagers sur la route, on va d'un point A à un point B et la destination est laissée à l'appréciation du conducteur. Aujourd'hui, le fait d'être sur un transport de personnes ou sur un transport de biens, on est finalement, on pourrait dire, sur un rail software, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B. Ce qui fait que le véhicule a sa capacité à s'autodiagnostiquer, le véhicule a sa capacité à se géolocaliser et donc à dérouler
sa mission du point A à un point B avec toutes les technologies dont vous venez de parler, c'est-à-dire des capteurs, des lidars et demain des radars qui correspondent exactement en termes de niveau technologique aux besoins qu'on a sur le transport de personnes et de biens puisque le profil de mission est encadré. Donc définitivement, moi je pense que, et je crois que ça va démarrer par ce transport de personnes, par ce transport de biens dans les villes, dans les territoires, dans les campagnes et voire dans les industries. Et ensuite, ce type de technologie va évoluer et va suivre un certain nombre d'évolutions pour répondre à ces profils de mission qui sont quelque part à la demande et beaucoup plus complexes à gérer au niveau des codes sources, des softwares et des algorithmes. Et puis je voudrais dire peut-être une dernière chose, c'est-à-dire qu'on parlait des véhicules allemands, mais la technologie, elle existe en France. C'est-à-dire que nous, notre actionnaire historique, c'est Valeo. Valeo, c'est un groupe français et Valeo travaille avec nous main dans la main sur les calculateurs justement pour arriver à mettre au passage à l'échelle ce transport de personnes et ce transport de biens. On travaille avec eux et on est en collaboration sur les lidars et aussi sur les radars. Donc la technologie, une fois de plus, elle existe en France, donc accélérons en France. Oui, bien sûr. De toute façon, c'était un des points qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette construction un peu de développement de la voiture autonome, on aura des équipements français qui vont servir dans des véhicules potentiellement étrangers. On voit le rôle, bien sûr, leader aujourd'hui de Valeo sur cette technologie. Justement, finalement, pour conclure, parce que on pourrait, je pense, parler pendant 2 heures de la voiture autonome, tellement c'est un sujet passionnant, mais est-ce que c'est finalement la baisse des coûts de ces technologies dont vous parlez qui va permettre d'étendre et de faire qu'il y aura plus de voitures, ou est-ce que le point le plus crucial, c'est pas tant la baisse des coûts des capteurs, des différents capteurs, que finalement ces cas d'usage et d'avoir le plus de cas d'usage possible pour que la voiture soit le plus sûre possible et réponde bien à sa mission? Alors en fait, ça c'est sûr, plus on va avoir de cas d'usage, plus on va avoir d'expérimentation, plus on va enrichir les codes sources et plus on va être aussi en capacité de dire qu'en France, on a une souveraineté des datas et qu'on a accès à toute cette data et qu'on la garde. Parce que lorsque vous avez mentionné Waymo tout à l'heure, et quand on voit que certains grands constructeurs français ont des alliances, on va dire, exclusives avec Waymo, la souveraineté des datas, elle n'est plus en France, elle est aux États-Unis. Donc je crois que ça pose un problème, mais je laisserai Yann peut-être compléter sur ce sujet parce que la sécurité de la donnée, je crois que c'est crucial. Donc on va, par itération, améliorer la technologie. Ça va être comme dans l'assistance à la conduite dans les voitures. Vous avez vu arriver les capteurs, c'était sur du segment haut de gamme, mais petit à petit, l'effet volume, l'effet de masse a fait qu'on a démocratisé finalement ces fonctions qui sont des fonctions d'assistance à la conduite et de sécurité. Et demain, ça sera des fonctions qui vont vous aider à automatiser et à rendre le véhicule autonome. Bon Sophie, Yann, je crois que vous allez être obligés de revenir pour un deuxième numéro spécial pour demain, spécial voiture autonome, parce qu'on n'a absolument pas parlé des données, qui est pourtant un point crucial.